Bienvenue à vous pour l'analyse du chapitre 1157 de One Piece. Si vous aimez mon travail, si vous aimez ce que je fais, ce que je produis en tant que créateur de contenu One Piece, 100% One Piece, soutenez la chaîne en boostant. Si vous pouvez booster, ça donnera vraiment de la force à la chaîne. L'objectif, c'est de réussir à atteindre les 10 000 abonnés. Ça serait énorme déjà d'atteindre ce premier palier. Donc si vous pouvez booster la chaîne, partager, liker, ce serait vraiment cool. Et c'est parti pour la review. Bon, il faut ouvrir un premier sujet. Yamato. La mini-aventure, elle dure et la question c'est où est-ce que ça nous mène? Où est-ce que ça nous mène? Là, actuellement, on s'arrête sur un personnage qui a affronté Kaido, qui est mort dans le chapitre précédent. Certains avaient théorisé que c'était Ryuma. En l'occurrence, on parlait de Ryuma parce qu'on parlait pas encore de Kaido. Ça matchait pas. Pour moi, j'étais pas d'accord avec cette idée sur Ryuma et là, en l'occurrence, bah, on va vraiment dans le sens où c'est pas du tout Ryuma. On parle d'un personnage qu'on n'a pas trouvé le corps. Donc est-ce que c'est un personnage qui va avoir de l'importance par la suite. Et donc Oda est en train de le teaser parce que avec les mini-aventures, il l'a déjà fait à Whole Cake Island. Quand Pudding a été kidnappé, il est capable du coup d'apporter des éléments majeurs, impactants, mais grandement impactants, comme un empereur qui attaque le territoire d'une ex-empereur impératrice. C'est pas rien du tout. Et surtout qui s'arme d'un des clans des Trois Yeux dans le but de lire les poneglyphes et les rôles poneglyphes aussi du coup. Donc ça reste un élément majeur. Donc Oda est capable, de mettre un élément important, dans l'histoire via, ces mini-aventures. Maintenant, est-ce que c'est juste, symbolique pour vous? Ça m'intéresse de savoir, est-ce que vous attendez aussi de ce flashback? Parce que Yamato Mugiwara, on peut l'enterrer définitivement, en sachant que maintenant 2 ex Toby et Roppo l'ont rejoint et la suivent. Donc eux ne rejoindront pas les Mugiwara. Ils seront présents lors de l'ultime bataille, ça c'est certain, il y a pas de doute là-dessus, mais pas en tant que Mugiwara en tant que tel. Elle sera pas sur le Sunny à voyager avec eux d'île en île, même s'il reste peu d'îles à voir en vrai, mais elle va pas les accompagner lors de le dernier voyage. Elle sera peut-être même pas là. Je pense qu'elle sera même pas là du tout à Locktail pour la découverte du One Piece. Donc c'est intéressant de se poser cette question: où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce que ça nous mène? On peut se la poser parce que c'est assez long. Donc ça m'intéresse d'avoir vos théories à vous là-dessus, sur Yamato. Un bar de légende. Ce flashback, il est incroyable. Il part dans tous les sens. Il part dans des endroits où on l'attend pas. Là, un bar de légende. Bon, on viendra à ça là-dessus après parce que c'est juste complètement dingue. On va s'arrêter sur un premier point, les Rox. Alors, en l'occurrence, surtout Rox. Est-ce que c'est un bon gars? Est-ce que Rox, la fameuse phrase qui a été prononcée pour certains, amiral, vice-amiral de la marine: «Ah, c'est des bons gars». Est-ce que réellement Rox est un bon gars? Parce que là, au final, pour moi, là, ce chapitre est depuis l'apparition de Rox. Peut-être que ça va changer dans les prochains chapitres, mais en tout cas, jusqu'au chapitre 1157 de One Piece, on peut se poser la question. Il attaque un système qui est pourri jusqu'à la moelle. Il attaque la marine qui est corrompue, mais alors là, tu dois trouver deux, trois bons marines et le reste, c'est que de la corruption à l'état pur. Et en fait, il est anti-système. Il est là pour affronter, abolir un système en utilisant, la ruse, la force, les moyens qu'il a en sa possession. Il a un plan. Il a un plan, aller sur le toit du monde. Il a un plan, il a vu Imu et il s'attaque à chaque fois qu'on le voit concrètement, parce que le narrateur va nous donner des informations, comme quoi il a attaqué 5 pays, comme quoi il a fait beaucoup de choses. Mais en tant que tel, quand on voit une des attaques, par exemple, là, dans ce chapitre-là, où ils vont attaquer du coup un monastère à but caritatif, finalement, grâce à Big Mom, on comprend que c'est masqué en fait. C'était un monastère d'escrocs qui gardait tout en stock et qui donnait pas du coup aux pauvres qui en avaient besoin. De toute façon, ça me semble cohérent, dans le système de One Piece, qui est fonctionnel actuellement, qu'il y ait cette corruption-là, c'est bien en adéquation et ça matche bien. Big Mom le dit elle-même, Oda, par Big Mom le dit parce que dans un chapitre aussi dense, dans un flashback aussi dense où il faut réussir à ancrer autant d'informations, prendre le temps
sur une double page, de donner cette information-là, elle est pas anodine, elle ne sert pas à rien. Elle sert au lecteur à se dire: «Mais en fait, Rox, c'est pas du tout un monstre. C'est où?» Et on attend le move, on va se dire: «Ah ouais, mmh, lui, c'est vraiment un chien». Pour l'instant, on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu et même quand il a cogné Loki, il a sauvé Loki en vrai, à ce moment-là et donc Rox, honnêtement, pour l'instant, je ne peux pas dire que c'est un monstre et je peux même dire que Rox est meilleur encore potentiellement, non, même pas potentiellement, il est meilleur actuellement, hein. Peut-être qu'on aura par la suite du flashback des événements, on va se dire: «Mais c'est qui ce taré?» Mais actuellement, il a un meilleur fond, je sais pas si c'est le bon terme, mais vous allez comprendre mon propos, que certains, amiraux de la marine. Il faut pas l'oublier, un amiral de la marine, si un esclave s'enfuit, en l'occurrence, on l'a vu, si un esclave s'enfuit, il n'est pas encore amiral, mais c'est un être extrêmement fort capable de devenir amiral. L'objectif de Kizaru, c'était de retrouver les esclaves qui avaient été, en fuite après l'attaque de Fisher Tiger et pire encore, un amiral va venir si on touche un Tenryubito. Si on touche un Tenryubito, on va l'envoyer. Si on touche à l'horreur absolue et on ne me fera pas dire que dans l'univers de One Piece, les amiraux, parlons même pas des autres, les amiraux ne savent pas que les Tenryubitos sont ce qui se fait de pire comme être vivant dans toute l'humanité. Donc à partir de là, actuellement, Rox, on ne peut pas, en ayant toutes ces connaissances-là, parce que je veux en venir là, on ne peut pas s'arrêter et se dire: «Ah, c'est un monstre, faut l'arrêter». Non, on n'a pas cette image-là et Oda le dépeint pas comme ça. Et la question, est-ce que Rox est un bon gars ou pas? Elle est légitime, elle est importante parce que Rox, actuellement, on se focus dessus et on sait qui va l'affronter. On sait que c'est Roger. Et si un personnage aussi bon anti-système, aussi bon, c'est vite dit, mais bon par rapport au code qu'on a dans l'univers de One Piece et anti-système se fait arrêter par Roger, il va falloir une raison à ça. C'est ça qui va être intéressant. Et la raison, comme dans tout passage pour Luffy, en l'occurrence, je parle de Luffy parce que c'est le personnage qui ressemble le plus à Roger parce qu'il est porteur de ce rêve, c'est les rêves. Pour moi, le seul élément qui ferait que Roger se mettrait vraiment à la chasse de Xebec, c'est de l'affronter à un moment donné et de retourner un an après pour le combattre. Ça, c'est ma théorie que j'ai depuis un petit moment. On verra si elle se concrétise ou non. Mais c'est qu'à un moment donné, il faut qu'il y ait une confrontation idéologique. Je ne pense pas que Roger va dire: «Ah non!» Si jamais ça arrive, Roger, donc ça n'arrivera pas, tout simplement. «Non, tu veux faire tomber le GM, mais ça va pas! La marine, c'est génial! Le gouvernement mondial, c'est des gars bien, qu'est-ce que tu fais?» Non, je vois pas un monde où ça arrive. Donc il faut un moment qu'il y ait cette confrontation. J'ai hâte de la voir venir. J'espère que ma théorie sera bonne et comme ça, un an avant God Valley, peut-être le chapitre prochain ou dans 2 chapitres, on va avoir la première confrontation concrète entre Roger et Xebec, qui pourrait arriver sur un trauma de Roger et une envie de se venger et de se dire: «Ça fait un an, les gars, vous savez comment je me sens». Et ça rendrait du coup leur affrontement incroyable. Ça permettrait à Roger de prendre une aura, une stature après cet affrontement extrêmement important. Donc dites-moi en commentaire vous, est-ce que Rox, vous le voyez comme un antagoniste qu'il faut absolument faire tomber, un monstre? Ou, vous le voyez comme quelqu'un de bon, en fait? Parce qu'il y a des antagonistes, qui on explique le propos, ils ont un crew. Le crew de Doflamingo, le fait qu'il tombe, on comprend. Sa chute est légitime, il faut que Luffy arrive parce que Doflamingo est un monstre, est un tyran. Est-ce qu'il en est de même pour Roxy Xebec? Le fonctionnement des Rox. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'on les voit en action. On les voit en action, on les voit fonctionner entre eux et c'est extrêmement drôle. Oui, ils se mettent des bâtons dans les roues. Oui, ils essayent de se piéger les uns les autres, mais actuellement, on n'a pas cette notion, d'avoir envie de s'entretuer. La notion de s'entretuer qui avait été annoncée, encore une fois, par un soldat de la marine dont je tairai le nom, hem, on ne le voit pas en fait. On ne le voit absolument pas. J'ai l'impression de voir plutôt une bande de potes en colo où, ils vont essayer de se foutre, des bâtons dans les roues et au final, Shiki connaît Kaido, Shiki connaît Barbe Blanche. Ça fait actuellement 2 ans qu'ils naviguent ensemble et il sait très bien que cette petite bombe-là ne va pas les tuer. Il en est conscient lui-même, mais il va les énerver. Barbe Blanche va utiliser son Gura Gura no Mi et donc on va apprendre que Barbe Blanche a le fruit du démon avant God Valley. Donc ça permet de voir la théorie comme quoi
Barbe Blanche aurait récupéré son fruit du démon à God Valley, bah, elle tombe à l'eau actuellement. C'est pas grave, ça permet de temporaliser et on le sait maintenant, on ne saura jamais comment et où, en tout cas peut-être dans un SBS ou dans une Vifgard ou dans un document annexe, mais dans le manga, comment c'est arrivé, comment Barbe Blanche a récupéré ce fruit du démon-là. On ne sait pas, on ne le saura pas. Oda a décidé d'éclipser ce passage. Mais en tout cas, sur le fonctionnement en tant que tel, il est drôle et il est fonctionnel surtout. On parle de s'entretuer, mais quand est-ce qu'on voit qu'une équipe fonctionne? C'est quand elle est capable d'appliquer un plan. Quand elle est et que ce plan, il le mène à bout. Et actuellement, en tout cas, pour l'instant, jusqu'à God Valley, tout est fonctionnel. Le plan de Rox fonctionne et on le voit avec ce que nous dit le narrateur. Et premier petit clin d'œil, ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment une séparation déjà. On sait que, Kaido va devenir de plus en plus fort. Actuellement, quand il rejoint, les Rocks, il n'a que 15 ans, donc il va grandir petit à petit. Mais là, actuellement, il n'a plus 15 ans, il a grandi, mais il reste jeune. Ce n'est pas le Kaido que l'on connaît, mais ça reste déjà une anomalie. Il est dépeint dès gamin comme une anomalie et c'est pareil pour Barbe Blanche. Pourquoi? Comparé à un personnage comme Hache d'Argent, c'est que Hache d'Argent a subi des dégâts de la bombe. Des dégâts qui ne pouvaient pas le tuer, mais des dégâts quand même. Alors que Barbe Blanche et Kaido, il s'est rien passé pour eux. Ils sont en train de marcher, ils vont très bien, tout se passe très bien pour eux et c'est intéressant de voir déjà cette séparation avec ces monstres. Ces monstres, qui deviendront légendes et voilà. Il y a ce fonctionnement des Rocks qui est fonctionnel et qui part encore, à contre-pied de ce qu'on a actuellement et on part vraiment du principe que tout ce qu'on nous a dit avant était faux, en fait. Comme pas mal d'éléments dans l'univers de One Piece, qui sont comptés jusqu'à ce qu'on voit les faits et j'ai hâte de voir du coup les événements de God Valley. Quelle sera la trahison dans God Valley? Parce qu'elle est fonctionnelle, il y a un traître, c'est certain. Ce traître-là, au-delà de parler de fonctionnalité, mais il y a un traître qui avait pour but, de trahir quand il est rentré directement les Rocks. Il avait cette velléité de base. Donc lui n'a pas trahi en tant que tel les Rocks, c'est un espion, un agent double. Il s'est infiltré, il a donné des informations et est-ce que c'est Hache d'argent ou pas? C'est sympa de trouver qui c'est. Est-ce que c'est Strossen finalement qui a vendu exprès pour utiliser et servir au mieux Big Mom? Là, je vois pas trop l'intérêt de dénoncer, en sachant peut-être qu'il se dit: «Bah, Big Mom risque rien, je peux dénoncer». Mais, pour donner un propos tangible à la marine, mais encore une fois, c'est compliqué. Est-ce que c'est Hache d'argent? Oui, pourquoi pas? Il y a ce propos avec X-Drake. Oui. Est-ce que c'est quelque chose d'incroyable? Non. Qu'il y ait une taupe dans une organisation comme celle-là qui fonctionne et qui fait peur au gouvernement mondial, que la marine, suite aux ordres d'en haut, mette en place, un traître au sein des pirates. Bon, non, rien d'extraordinaire là-dedans, mais il y en a un, forcément. Par contre, malgré le traître, pour l'instant, on verra ça du coup le reste à God Valley, ça reste fonctionnel parce que et ça justifie mon propos. Même un traître qui va tenter de mettre des bâtons dans les roues sur une équipe aussi différente ne va pas réussir à annuler le plan. Tous les plans de Rox se passent sans accroc. Vous avez la ref? En commentaire. Vous êtes vieux si vous avez la ref. Vous êtes vieux les gars. Mais, c'est intéressant de voir ça, en fait. Vraiment le flashback là, qui est le flashback de Harald initialement compté par Loki, mais qui se projette pour nous lecteurs et qui cible Harald, on nous permet de voir le fonctionnement concret des Rocks pirates et on peut dire que ça fonctionne. Harald, c'est de Oden Bis. Je c'est Oden Bis. Oden a été bête. Je suis désolé. Oden a été bête, bête de donner sa confiance à des personnages horribles comme Orochi, comme Kaido. Il en a payé le prix fort. Sa femme est morte, sa fille a connu l'horreur pendant 20 ans et elle avait 8 ans au moment des faits. Elle était heureuse, même si elle a eu des années difficiles avant l'horreur, mais elle a vécu 20 ans dans l'horreur absolue. Son fils a dû subir des épreuves incroyables, même si en laps de temps, ça dure quelques mois, qu'il a voyagé dans le temps, mais il a eu la douloureuse épreuve de dire adieu à sa mère, de dire adieu à sa sœur, de dire adieu à son monde, aussi jeune. Donc, on a ce débile de Harald, clairement, qui veut rejoindre le gouvernement mondial,
qui veut rejoindre le gouvernement mondial. Et on a à ce moment-là une dichotomie extrêmement forte entre le Harald qu'on côtoie au tout début et ce Harald-là. Le Harald au tout début, c'est un Harald qui utilise sa force et uniquement sa force. Et à un moment, on le voit avec sa crotte de nez, la première fois qu'on le voit, il jette, il y a un poisson, un requin qui s'envole. Il part du principe que les humains sont faibles, que comme il est fort, il a un droit sur eux automatique. Après, il tombe amoureux, il rencontre sa femme qui le change totalement. Il a une vision du monde totalement différente, une vision qui fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est le terme, il fonctionne. Il faut que je trouve un autre mot. Il a une vision qui lui donne raison à ce changement. Voilà, c'est mieux. Il donne raison à son changement initialement parce que au moment où Elbaf est en danger de mort par la famine, ce sont ces îles-là qu'il n'a pas soumis par la force, qu'il a appris à connaître, qui sont venues les aider. Et surtout, ce qui est super intéressant dans ce chapitre, c'est qu'on apprend qu'une de ces îles n'est pas affiliée au gouvernement mondial. C'est une île indépendante qui fonctionne indépendamment, seule. Et malgré le problème que peut vivre une nation qui vit seule, loin du gouvernement mondial et non affiliée, non attachée au gouvernement mondial, qui n'a pas la protection de la marine, ils sont quand même venus aider Harald. Donc il a créé réellement un noyau très dur, très fort, grâce à cette politique-là. Et cette politique, il a voulu la projeter au monde, dans sa globalité. Et c'est là qu'a été sa grande erreur. Et c'est là, ça entraînera encore de la souffrance et des horreurs à venir. Je pense que la fin du flashback, comme tous les flashbacks, facile à dire, sera horrible, sera noire avant que Luffy amène l'aube et la lumière. Mais on va vraiment passer sur un moment difficile. Et pour passer sur ce moment difficile, on y va, il faut que Harald fasse des choix de merde. Et c'est ce qu'il veut faire. Je suis désolé, dites-moi en commentaire si pour vous sa logique est implacable et justifiée. Rejoindre le gouvernement mondial, celui-ci qui petit à petit montre son visage, même à Harald, même Jarl lui avait dit de se méfier, et à Harald en lui-même, il voit la chose, mais il ne veut pas changer de fusil d'épaule. Actuellement, une de ces nations qui est venue aider Harald est attaquée par le gouvernement mondial, disent que ce sont des humains qui n'ont pas de droit, donc ils sont attachés comme esclaves, ils récupèrent des esclaves pour les emmener sûrement, bah, du coup, de grandes chances à Marie-Joie ou servir les intérêts des Tenryubito, quelque part, Tequila Wolf, mais servir les intérêts des Tenryubito à travers le monde de One Piece. Harald est présent, il explique son propos, il voit l'horreur devant ses yeux, à quel point que ça l'énerve, au point où il décide d'attaquer et il attaque. Et derrière, il y a un mensonge qui est compté. Et il est conscient de ce mensonge et il en discute juste après avec Rox et sa femme. Et pour autant, il veut toujours rejoindre ce gouvernement mondial, comme s'il pensait être capable de le changer de l'intérieur, comme si lui, il avait changé, donc eux aussi peuvent changer. Ça n'a aucun sens. Ce sont des monstres. Alors que il aurait pu s'allier à Rox, et même sans s'allier à Rox, il aurait pu causer de gros problèmes, parce que ces nations qui ne sont pas affiliées au gouvernement mondial, ces nations sur lesquelles il était proche et ami, il aurait pu créer sa propre organisation. Il aurait pu créer sa propre organisation et petit à petit, libérer des peuples soumis, rejoindre des îles petit à petit du tiers-monde, parce que clairement, c'est l'image du tiers-monde qu'on peut avoir chez nous, et créer ce monde totalement différent. Et non, il n'est parti que sur la politique. Il n'a pas allié sa force et sa justesse de politicien. Et c'est ce qui va causer sa perte. Et tout comme un personnage extrêmement puissant comme Oden décide de ne d'être raisonnable, ou tout du moins, ou d'aller dans un sens où il y aura le moins de sacrifices humains, de vie humaine, et ben, on part sur, au final, la destruction d'un nombre incroyable de vies et on va mener tout doucement. Pour moi, ces éléments-là sont ancrés et appuient ma théorie, que je compte, du coup, depuis maintenant 2 ou 3 chapitres, sur le fait que, Harald va, par la force des choses, trahir son ami Rox. Il va le trahir. Juste après cet échange, il est avec Rox dans le bar et ce qu'on voit, c'est que Rox, c'est un ami. Rox, c'est l'ami qu'on mérite, qu'on aimerait tous avoir. C'est le GOAT suprême des potes. Tu un pote comme Rox, tu es tranquille toute ta vie. Alors là, il accepte tes choix parce que Rox, c'est un anti-gouvernement, un anti-système, il veut détruire ce système et son ami, l'homme qu'il considère comme son pote en face de lui, veut rallier ce gouvernement mondial et veut renforcer la marine, hein, parce que oui, il décide de dire: «C'est bien que des gens rejoignent la marine». On va laisser de côté, savoir comment est-ce que John Giant a rejoint la marine, grâce à Mother Caramel
et le fait qu'il a été manipulé, ce pauvre enfant, est vendu. Bref, il veut que d'autres géants rejoignent la marine, en sachant qu'il sait lui-même et il le dit, que la marine est gangrénée. Mais il y a quand même des bons gars qui essayent d'eux, mais la marine est gangrénée dans un système pourri, il veut absolument que ça rentre. Et du coup, Rox, tout en sachant ça, accepte son pote et protège son pote. On parle pas mal de son pote, c'est son gars sûr, malgré ses choix merdiques. Ça encore «glorifie» entre guillemets, je sais pas si c'est le bon mot, mais ça nous donne encore plus, nous, d'attachement envers le personnage de Rox. Et Harald, je suis désolé, mais avec cette lecture-là, on peut seulement se dire qu'il est con. Il est con comme Oden est con. Et c'est Oda qui décide de lui faire ces choix-là. En tant que lecteur, nous, on ne peut ressentir que cette connerie de se dire: «Mais pourquoi tu fais ça?» Et c'est encore plus probant pour nous après 1157 chapitres, où on connaît le gouvernement mondial, on sait comment il fonctionne. Donc où ça va mener tout ça? Je pense que ça va mener à Harald qui va causer la mort de Rox. Ce n'est pas Roger qui tuera Rox, je ne pense pas. Je ne vois pas un personnage comme Roger tuer. Je peux me tromper, hein, le personnage, on ne le connaît pas. Peut-être qu'il y a vraiment une séparation forte avec le fil. Il y a des liens liés au rêve. Peut-être que les modes opératoires sont différents. Dans son équipage, il y a un personnage lié à la torture, qui est là, un tortionnaire qui est censé torturer pour avoir des réponses. On n'a pas ça dans l'équipage de Luffy. Au pire, Usopp qui fait des guilis. C'est pas une dinguerie, quoi. Hem, donc est-ce que Roger est à l'opposé de l'image qu'on en avait au début, ou tout du moins que j'en avais moi, et il va être capable de tuer Rox? J'ai un doute. Est-ce que Rox sera fini, par Harald? On en parlera un peu plus loin dans la vidéo. Et nous voilà au QG de la marine. On retrouve l'ancien QG de la marine avant la destruction, de ce QG par Barbe Blanche, donc bien avant même. On retrouve Garp, on retrouve Sengoku, on retrouve Otsuru et on retrouve un autre personnage qui déçoit énormément. Pas besoin de parler d'agenda, ça n'a aucun rapport. On retrouve Kong. Quelle que soit sa force, il me déçoit personnellement. La première fois qu'on voit Kong dans le manga, un personnage charismatique, badass, tu te dis: «Oh, c'est qui ce monstre? C'est qui ce monstre?» Et maintenant, c'est la deuxième fois qu'on le voit dans un flashback. La première fois qu'on le voit dans un flashback, c'est dans le flashback de Kuma, au tout début du flashback avec le démarrage de God Valley. On le voit appeler Garp en sueur, en train de se chier dessus, en train de le supplier de venir, jusqu'à lui dire: «Il y a Roger aussi, viens!» C'est comme ça que Garp arrive, sinon à la base, il veut pas venir à God Valley, ça l'intéresse pas, il veut pas se confronter aux Rocks. Vous avez cherché la merde, vous allez vous dépatouiller tout seul comme des grands, et il décide d'y aller. Et là, on le revoit et il fait quoi encore, Kong? Il se chie dessus encore une fois. Encore une fois, et là, il a pas le statut d'amiral en chef, il est amiral de la marine et il se chie dessus comme ça. Je suis désolé, le personnage de Kong est extrêmement décevant. Hem, les seuls personnages qui sont intéressants dans ce chapitre et qui n'ont pas peur, bah, en l'occurrence, c'est Garp, c'est Sengoku, c'est Utsuru, c'est la génération suivante. Mais on va vraiment dans le sens où la génération d'amiral pue la merde, cette génération. À part si Kong, il a un pouvoir de dingue, il a une personnalité effacée qui fait qu'il a du mal et donc ça rend la chose comique. Mais là, actuellement, ça nous a pas été mené dans un aspect comique. Non, pas du tout. On voit juste quelqu'un se chier dessus littéralement. Il a le statut d'amiral, on voit un amiral faire une coulante. On voit un amiral faire une coulante, avoir peur et se faire disputer limite par des vice-amiraux. Je suis désolé, le passage de Kong est décevant. Après, dans les propos, le sujet, c'est les Rocks. Les Rocks sont un danger, encore heureux. Je pense personnellement, avec ce qu'on nous montre de la marine là, que oui, actuellement, rien que là, les Rocks sont inarrêtables, tout simplement. J'arrive pas à voir, avec les éléments et les soldats qu'on a vus de la marine actuellement durant ce flashback, vous pouvez donner le niveau que vous voulez à Garp, il pourra pas taper Rox, Barbe Blanche, Kaido, la terre entière solo. C'est impossible. Et encore moins Sengoku, même si vous me donnez un niveau équivalent. Et Otsuru, voilà, il y a trop de personnages chez les Rox extrêmement puissants. Il y a Big Mom qui était déjà une anomalie avant. Il y a trop de personnages beaucoup, beaucoup, beaucoup trop cheatés, beaucoup trop puissants, et ça posera un gros problème. Je vois pas comment, à part avec le surnombre, mais un vrai surnombre, il faudrait vraiment un gros, gros, gros nombre, parce qu'à la ruche, ils sont déjà nombreux. Il faudrait que l'entièreté de la marine, du corps de la marine attaque en même temps. Et même comme ça, en sachant que Barbe Blanche a déjà le Gura Gura no Mi, compliqué. Non, franchement, c'est très compliqué. Donc les Rocks, actuellement, on les semble
ils nous donnent cette image d'être actuellement inarrêtables. On sait qu'ils perdront du coup à God Valley, mais on verra comment, on verra exactement si on peut appeler ça une défaite. Et donc du coup, on comprend. On comprend la crainte, que peut avoir Garp, que peut avoir la marine en général, quand tu as cette puissance qu'est du coup, le roi Harald avec les géants. Tu l'incorpores aux Rocks qui sont déjà difficilement arrêtables, extrêmement difficilement arrêtables. Tu te mets dans une merde pas possible. C'est tout un système qui est en difficulté parce que là, tu peux potentiellement même ramener les chevaliers divins, ça ne suffirait pas. Il y a pas l'éveil des armes antiques. Les armes antiques n'existent pas. Les Shichibukai n'existent pas non plus. Donc tu as des forces des puissances démesurées qui n'existent pas, même si je ne mettrai pas en corrélation et un lien similaire entre les Shichibukai et les armes antiques, mais vous avez compris mon propos. Donc ça n'a pas lieu d'être et donc ça mettra en difficulté plus que la marine, mais tout un système. Et ce qui est intéressant dans les propos aussi, cette envie de recruter des géants que possède Garp, cette envie de donner de la force au gouvernement mondial indirectement, totalement, parce que la marine est un bras armé du gouvernement mondial. On peut se sentir différent, vouloir agir différemment que le gouvernement mondial. Si vous faites partie de la marine, vous êtes officiellement le bras armé de ce gouvernement corrompu. Que vous le vouliez ou non, c'est une condition sine qua non, vous n'avez pas le choix. Hem Et ce qui est intéressant, c'est la fenêtre de tir, l'hublot des lecteurs qu'on a là. C'est que ils sont là à se discuter en mode: «Mais pourquoi est-ce que limite le gouvernement mondial ne veut pas qu'on incorpore des géants? Il faut incorporer les géants». Sauf que c'est faux. Nous, lecteurs, on le sait qu'ils se trompent et du coup, on voit la limite batterie, la limite des informations que possèdent ces personnages-là et même Kong en l'occurrence. Parce que Mother Caramel travaillait pour qui? Pas la marine, le CP. Le CP travaille pour qui? Le gouvernement mondial. Ils collaboraient ensemble, elles vendaient des enfants, dont un géant qui est énoncé, en plus dans ce chapitre-là. Et donc le gouvernement a envie d'avoir des géants. Sinon elle ne les achèterait pas. Si tu as pas envie d'avoir un élément, tu ne l'achètes pas. L'offre et la demande, tu as un besoin, tu paies et tu as à côté, de la puissance. Donc le gouvernement mondial a envie. Ils ne sont pas contre cette idée-là. Maintenant, ils le font en cachette, en soum-soum. Ce qui est intéressant, c'est de voir cette limite d'information. Nous, lecteurs, du coup, là-dessus, on en sait plus et ça rend le propos intéressant. Mais on nous crée un lien. On nous crée un lien, on est en train de créer un lien entre Garp et les géants, entre Garp et Harald et ça accentue encore plus mon propos sur le rôle d'Harald à God Valley. Ce fameux bar, on y est, dans ce bar. Ça y est, ça part en sucette One Piece. Je sais pas, dites-moi en commentaire ceux qui ont détesté, ceux qui aiment, ceux qui s'en foutent, ça change rien pour eux, ceux qui trouvent ça intéressant, inintéressant. Shaki, qu'on a rencontré à Shabaodi, qu'on a vu dans le dernier chapitre et qui a mis à mal Roger et tout le monde a insulté Roger et tombé sur ses côtes. Shaki serait potentiellement l'une des causes, une des plus grandes batailles connues post-siècle oublié dans l'univers de One Piece. Je sais qu'il y a des corrélations qui sont faites automatiquement avec la bataille de Troie, le fameux cheval de Troie aussi, tout ce qui peut se passer, cheval de Troie, Harald, bref, on verra. Mais Hélène, du coup, forcément, qui serait du coup finalement Shaki pour One Piece. Actuellement, on y va peut-être, mais c'est pas dit et c'est pas fini. Il va y avoir pour moi d'autres informations, ce n'est pas juste pour Shaki. J'ai du mal à croire que ça soit «juste pour Shaki» entre guillemets. Je pense qu'il y a eu un vol autre que Shaki. Je pense que Shaki fait partie du lot potentiellement, mais qu'il y a eu des fruits du démon qui ont été volés aussi, et qu'il n'y a pas eu, que Shaki. Parce que Shaki, elle a un impact extrêmement fort dans l'univers de One Piece, beaucoup plus fort encore que Hancock. Elle est désirée par tous les pirates. Des pirates prennent la mer uniquement pour elle, pour pouvoir la croiser, pour pouvoir la voir, pour pouvoir la kidnapper. Hem, on est sur un rêve commun, donc un personnage important. Quand un rêve est commun à plusieurs pirates, il crée dans un univers de pirates un personnage du coup qui automatiquement prend une importance assez grande. Voilà, pas besoin d'avoir fait maths sup pour faire cette déduction-là. Elle décide de quitter les pirates, du coup, et de rejoindre l'île de la Ruche pour être tranquille parce qu'elle se dit que même si elle décide de ne plus être pirate, la marine n'arrêtera pas de la poursuivre. Quel est l'endroit où elle peut être en paix actuellement? Bah, c'est la ruche et utiliser sa beauté à son service, manipuler les hommes, c'est la ruche. Donc elle crée un bar où il y a un mois de file d'attente. À mon avis, des prix exorbitants, de l'arnaque, bah, de toute façon, c'est le bar à arnaque de Shaki
et on rentre là-dedans et on a tous les personnages importants. On n'a pas vu Kaido, mais on a tous les autres personnages, Barbe Blanche compris, qui tombent raides amoureux. Toute l'île est à sa merci. Elle fait ce qu'elle veut. Elle a un contrôle assez fort finalement de la situation. Et maintenant, qu'est-ce que ça nous raconte? Pourquoi Oda, et c'est ça vraiment la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Oda décide de prendre cette route? Où est-ce qu'elle mène cette route? Au-delà, qu'est-ce que cette route expliquerait? Du moins. Parce qu'il y a un trésor qui a été volé, on le sait, le trésor de la ruche, qui finit à God Valley, et à God Valley, beaucoup l'oublient. Pas tous, mais beaucoup l'oublient. Il n'y a pas que les Rocks et que Roger sur cette île en tant que pirate. Il y a tous les plus grands pirates de l'époque qui débarquent. L'entièreté de la piraterie mondiale débarque en un point. Ce qui va dans le sens que ça soit Shaki réellement l'objectif, entre guillemets, c'est le fait de se dire que tu as tous ces pirates qui attaquent un point nommé. Pourquoi tous ces pirates n'ont pas cherché ce trésor avant? On n'a pas connaissance actuellement, je dis bien actuellement, avec les informations qu'on a durant le 1157 chapitres, on n'a pas connaissance d'un trésor recherché par plusieurs pirates. Non, on a des pirates qui ont soif de liberté, qui vivent leur vie comme ils ont envie de la mener, qui sont à la recherche là actuellement, il y a un autre ami du coup Rox qui est à la recherche de fruits du démon, de 2 fruits du démon. Mais on n'a pas une chasse connue, je retrouverai ce trésor. Un trésor qui rassemble les pirates. On l'a pas. Nous, on a le One Piece, mais à ce moment-là, One Piece n'existe pas. One Piece est un nom donné par les habitants qui n'ont jamais vu le trésor de One Piece, mais on ne le connaît pas. Donc, qu'est-ce qui ferait que d'un seul coup, ce trésor-là, tout le monde a envie de l'avoir? Alors qu'avant, ces 2 fruits du démon, bah, ils ont pas l'air d'être recherchés par tous les pirates du monde. En tout cas, on n'a pas cette information-là. Alors que Shaki, si, tu as des pirates qui pleurent: «J'ai pris la mer pour elle, comment c'est possible?» Donc si l'information fuite, parce que l'information a fuité et l'information a fuité, on n'oublie pas Guigny. Il est important, hein. Ceux qui ont pas la ref de pourquoi je rigole quand je dis Guigny, il faut suivre les lives de la Cross Guild, mais Guinea, du coup, est important. Elle a un rôle, du coup, parce que c'est elle qui fait fuiter les informations et c'est grâce à elle que tu as un bordel complet à God Valley. On oublie souvent ça, mais c'est elle qui fait fuiter l'information et qui permet à tout le monde de venir à God Valley et de rendre God Valley, ce qu'est God Valley, du coup. Mais du coup, qu'est-ce qui a fait pour que tout le monde se dise: «Bah, faut y aller?» Et bah, Shaki serait une raison valable, c'est vrai. C'est la seule actuellement valable parce que avant, et les événements sont très courts, il reste 4 ans avant God Valley, 4 à 5 ans, avant God Valley. On n'a pas cette information-là, on n'a pas de trésor qui lie. Non, là, actuellement, les Rocks se sont unifiés, pas pour un trésor ou un fruit du démon. Ils sont unifiés pour se faire du fric. C'est ça l'intérêt. Donc tous les plus grands pirates que Rox a réussi à assembler, c'est pour ça, pour se faire du fric. Et là, c'est Rox qui dit: «Je suis à la recherche de 2 fruits du démon». Donc où est ce trésor commun? Actuellement, Oda tend son écriture vers Shaki. Donc ce que ça nous raconte, c'est que Oda essaie de trouver, pour moi, quelque chose qui unifie l'intégralité des pirates sans créer un trésor qui créerait derrière une incohérence. On irait directement vers une incohérence parce que, juste avant, personne ne nous parle de ça. Ou il faudrait du coup créer un chapitre ou des cases spécifiques à un trésor, un fruit du démon recherché par tous les pirates. Tous les pirates ont pris la mer pour rechercher ce trésor. Si jamais quelqu'un le trouve, ils vont tous aller le récupérer. On n'a pas ça. Donc j'ai hâte de savoir où ça nous mène. Dites-moi en commentaire si pour vous, Shaki, c'est intéressant. Maintenant, j'ai vu, du coup, en l'occurrence, j'ai plutôt lu, que Shaki serait une espionne à la solde du gouvernement mondial et elle serait là, du coup, pour, apporter une sorte de traîtrise et pour permettre au gouvernement mondial d'avoir des informations et finalement, elle n'aurait pas été capturée, mais, elle aurait bougé de son plein gré, en fait et tout le monde bouge sur une erreur totale. Elle n'est, soumise à personne. Elle a eu un arrangement et donc, pour sa liberté. Ce qui pourrait être intéressant là-dessus, c'est qu'elle le fasse pour sa liberté à elle. Qu'elle décide de dire au gouvernement mondial: «Vous me chassez plus, en contrepartie, je vous donne des infos sur les Rocks, ça va être facile pour moi». J'aime pas cette vision-là. Pourquoi? Parce que c'est la femme de Rayleigh. Un personnage comme Rayleigh qui a combattu, qui a trouvé le One Piece, qui est recherché par le gouvernement mondial comme c'est pas permis.
On le voit avec Kizaru. Kizaru n'a pas d'ordre de ne pas choper, Rayleigh. Non, il est juste pas assez fort pour l'attraper et la preuve, derrière, c'est le manga qui le dit. Il a attrapé un nombre incalculable de pirates derrière pour gérer sa frustration, tellement il était en colère de n'avoir rien pu faire. Rayleigh l'a frustré, autrement dit. Hem, donc où est-ce que ça va nous mener cette histoire si on part du principe qu'elle travaille pour le gouvernement mondial? Ça voudrait dire que Rayleigh accepte, de je sais pas, c'est un pers ça me dérange personnellement. Je ne dis pas que c'est pas possible, vous avez peut-être raison, oui, mais j'ai du mal à voir un personnage tel que Shaki, tel qu'on l'a vu, travailler pour le gouvernement mondial et trahir, même si pour elle, des pirates, elle utilise les humains, comme elle a envie, à son propre intérêt, mais j'ai du mal à voir ça. J'ai réellement du mal. Surtout qu'elle même s quoi qu'il arrive, elle est une pirate Kuja, même si elle décide de quitter les Kuja, s'allier à, la marine qui va traquer les Kuja sans cesse, parce que c'est ce que fait Garp. Garp a traîné non, il les a pas chappés attrapés, mais il a couru après les Kuja comme il court après Roger. Il essaye de faire son taf, du coup. Donc, s'allier avec l'ennemi de ton ancien peuple, je sais pas. Honnêtement, pour moi, je la verrais chaque coup pour moi pareil, je la verrais différemment et je dirais: «Ah, s'allier, donner de la force à une entité qui traque les tiens, que vraiment c'est intéressant, pas vraiment un bon move». Après le problème encore une fois et ça va dans votre théorie pour ceux qui le pensent, c'est que qui peut kidnapper ce personnage-là? À part potentiellement un chevalier divin qui s'en fout royal et qui a pas de lien affectif, un peu comme un Rayleigh finalement, qui est touché, perturbé, mais qui est en maîtrise, pourquoi pas? Mais il faut trouver un personnage qui arrive à la kidnapper, à résister à son love, à pas tout lâcher pour elle. Ça va être compliqué. Donc j'espère qu'elle n'a pas trahi, j'espère que Shaki n'a pas trahi. J'espère que Shaki a juste envie de vivre comme elle a envie de le vivre, libre et c'est la seule solution qu'elle a trouvée, tout comme Mihawk a envie de vivre libre et la seule solution qu'il a trouvée pour pas être traqué par la marine actuellement, c'est de s'allier, à Crocodile et à Baggy le clown. Est-ce qu'on rentrerait dans un schéma à peu près identique? Pourquoi pas? Dites-moi en commentaire. Moi, j'espère que Shaki n'est pas une traître à la solde du gouvernement mondial. C'est possible qu'on la voie dans un bar à la fin, parce que oui, on l'a vu durant la Cross Guild et c'est très bien vu. Durant le petit flashback de God Valley, on voit du coup Fingerland, je dis Fingerland, mais moi c'est Fingerland à vie. Fingerland sortir d'un bar. Est-ce qu'elle est déjà dans ce bar-là? Ce serait le move. Shaki, la traîtrise absolue. Mais c'est un peu difficile parce qu'ils ont pas construit un bar juste pour une battle royale et ils sont venus à God Valley uniquement pour une battle royale. God Valley n'était pas un, terrain initialement prévu, pour accueillir des Tenryubito ou quoi que ce soit, non. God Valley a été choisi comme plein d'autres îles pour servir les intérêts du gouvernement mondial et créer une chasse à l'autochtone géante. Ils ont fait leur Ligue des champions à eux. Donc, pourquoi créer un bar pour une journée? Dans de la compétition et tout, donc non, ça, c'est ce qui pourrait poser problème. Mais après, ça peut potentiellement juste être un petit foreshadowing, un petit clin d'œil d'Oda, parce que sûr et certain, à ce moment, quand il commence à dessiner God Valley, je dis pas qu'il l'avait il y a 10 ans, les gars. Je dis qu'au moment où il dessine God Valley, il sait ce qu'il va en faire et il sait exactement où il va sur les événements de God Valley. Il prend une direction qu'il connaît, qu'il a déjà narré de son côté. Donc là, il la suit. Donc potentiellement, il peut placer ces petits indices, peut être un petit clin d'œil sympa et ça rentrerait du coup dans votre théorie. Pourquoi pas, en tout cas de ceux qui le pensent. Donc j'espère qu'on n'ira pas là-dedans. Je pense que oui, il y a bien et bien un traître, ça on l'a tous dit, chez les Rox. Mais, à voir comment Shaki va être kidnappé et si Shaki est une traîtresse ou pas. On se retrouve pour le dernier point de cette review. Tuer Rox, trop content. Je suis fier comme une merde. Pour ceux qui suivent mes lives et suivent mes reviews, j'avais dit que le gouvernement mondial allait demander, du coup, à Harald de tuer Rox et c'est ce qui se passe. On sait pas aussi vite, mais c'est ce qui se passe. Maintenant, on va creuser ça. L'objectif, c'est de creuser cet élément. Qu'est-ce qu'on sait, nous, après 1157 chapitres? On sait que Harald était lié au gouvernement mondial. Il a réussi à créer un lien avec le gouvernement mondial.
On sait qu'au chapitre 1157, il ne l'a pas conçu ce lien. On sait que du coup, c'est arrivé après le 1157. On sait qu'il est lié au chevalier divin. Somers le dit. On demande: «Est-ce que tu vas aller te recueillir sur la tombe d'Harald?» Imo en personne parle de Harald comme quoi il a merdé, il a échoué dans un plan, c'est un échec et à cause de lui qu'on en est là. Et si on en est là actuellement, c'est pas parce qu'il, potentiellement, il a refusé de faire quelque chose comme, ça lié à eux par le passé. On parle d'un événement récent. On parle d'un événement récent, qui aurait pu tout changer. Et donc du coup, on parle d'une communication entre eux. Maintenant, quand est-ce qu'a eu lieu cette communication? Eh ben, on nous dit qu'elle commence maintenant. Marie-Joise envoie du coup soit un chevalier divin, peut-être, on ne sait pas, mais un homme de main, quel que soit son statut pour les membres du Gros Conseil, les chevaliers divins restent des hommes de main, utiles pour Imou, en mission pour le gouvernement mondial, pour négocier avec Harald. Dire: «OK, tu veux rejoindre le gouvernement mondial? Pas de souci, fais en sorte que tes hommes tuent Rox». Il va refuser, c'est certain. Sauf que c'est ne pas connaître le gouvernement mondial. Je pense clairement que Harald, c'est Oden. Il va être trahi par le gouvernement mondial. Il va se passer trahison, il va se passer manipulation. C'est ce que fait de mieux le gouvernement mondial. Il va se passer des scènes horribles et on va les vivre, ces scènes. Et c'est là maintenant qu'il y a un réel changement. On l'a vu, le changement physique de Harald. Il avait des bons longs cheveux, il était cool, son visage commence à se fermer, il devient chauve, il fait des efforts. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que ces sacrifices, il le fait pour le gouvernement mondial. Je vois pas l'intérêt de ressembler à Krillin pour le GM, dire: «Ah, j'aime bien, j'ai bien aimé l'arc Namek, c'est bon». Non, ça a pas trop de sens, mais il fait des choix de merde. Mais on voit surtout un changement physique et Oda, par là, par ce biais-là, décide surtout de nous dire que ce choix physique est lié au gouvernement mondial. Ce choix physique n'est pas terminé. On le voit dans le tableau, il a une tête bien vénère, il va s'arracher les cornes, il ne s'est pas encore arraché les cornes, il va se passer un événement majeur qui va le marquer à jamais. Je pense que le gouvernement mondial, entre le moment où ils vont lui demander de tuer Rox et le moment où Rox va mourir, vont parvenir à leur fin. Ils vont réussir. Maintenant, j'ai hâte de savoir comment. Et ça, je veux le découvrir. Ça, je veux pas me j'ai même pas envie de me projeter. Je veux savoir comment. Je veux découvrir la manipulation et la chute. C'est ce qui est intéressant dans les flashbacks. C'est de voir des personnages extrêmement importants comme Oden. Ils ressemblent énormément à Oden. Ils découvrent le monde, c'est des monstres de puissance. On se dit: «Mais comment c'est possible?» Et c'est la trahison, c'est la manipulation, c'est le mensonge qui font que ces hommes-là tombent. Et c'est exactement ce qui va se passer pour Harald. Maintenant, je reste sur la théorie. Je pense que Harald ne sera pas là au début de God Valley et qu'à la fin de God Valley, une marque des abysses va apparaître. Il va sortir et il va tuer Harald. Il va tuer Rox. Harald va tuer Rox. Est-ce que Rox va lui dire, il va comprendre que c'est fini, il va vouloir sauver son pote et comprendre la situation et lui dire: «Fais-le». On en parlait aussi de cette possibilité-là. Pourquoi pas aller dans ce sens-là? On reste dans la théorie qu'on s'était dit et c'est bon. Ou est-ce que non, il va être choqué, en état de choc et on aura Harald en pleurs, finir le travail sur Rox parce que derrière, il va se passer quelque chose de fort, parce qu'il va y avoir un élément dans la balance qui fera qu'il aura l'obligation de le faire. Je sais pas. Que Ida, la maman, va se faire kidnapper, que sa femme va se faire kidnapper, il aura le choix entre tuer Rox et libérer sa femme. Est-ce qu'on va avoir parce que si tu veux avoir la mainmise sur un personnage comme Harald, il faut faire du chantage. Il faut que tu aies quelque chose dans la balance d'assez fort. Là, le chantage, parce que c'est du chantage actuellement, tue ça et tu as ça derrière. Tue Rox et tu feras partie du gouvernement mondial. Ce chantage ne sera pas suffisant. La preuve en est, une inconnue, allait se prendre une balle, elle a pris une balle, il s'en fout, il a sauté, pan, il a découpé. Le gars dit pareil: «Si tu nous réponds là, mon gars, tu annihiles tes chances de faire partie du GM. Attention, ça n'a pas marché, ça ne marchera pas là tout de suite». Donc ils vont devoir trouver un autre levier. C'est intéressant de voir quel levier va être utilisé pour forcer Harald à commettre un acte qu'il ne se pardonnera jamais, jamais. Et petit à petit, on va voir la chute d'un personnage incroyable jusqu'à sa mort. Je pense qu'on va vers cette direction-là. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas. Donc je reste sur ma première théorie. Je la bouge pas, je la change pas. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette review, cette analyse.
en FaceTime. Vraiment, j'essaye de le faire, je me force, c'est pas évident. Si vous êtes arrivé au bout de cette analyse, 4 moins 2 fois 5, ça fait combien? Ah là, cette fois, ça va pas répondre, hein, ça va bégayer. Mais sinon, non, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On se retrouve bientôt. Pas de chapitre la semaine prochaine, mais je mettrai du coup des cuts de live et je travaille sur la partie 2 du coup de la naissance, de Nika. Elle arrive dans un peu moins d'un mois, donc je suis content. Prends mon temps de bien la construire et bien la faire. D'ici là, prenez soin de vous. La ratiboiserie n'est jamais finie. À bientôt.